Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de ce format très particulier, à la frontière entre le livre audio et l'actuel play. Il est possible grâce à Barbu Inc. que je remercie grandement. Préparez-vous à plonger dans l'univers de Spire, le soulèvement. Attaché, tu n'as pas d'autre choix que de regarder la porte s'ouvrir devant toi. La lumière du couloir ou de la pièce de l'autre côté t'éblouit. Tu ne vois qu'une silhouette. Une voix de femme t'explique. Ce que tu comptais faire était idiot. Tu allais mourir. Mais elle peut t'aider. Tu essayes d'ajuster ta vue peu à peu. Tu vois difficilement, mais pour toi, la personne qui est face à toi est une drow. Elle reprend. Par elle, j'entends notre souveraine cachée. Nous ne supporterons pas une seconde de plus l'humiliation des Aelfir. Ce qui est arrivé à tes parents et ta sœur est innommable. Alors nous ferons tout pour redevenir les maîtres de notre cité. Nous devons débarrasser Spire de la cruauté des Aelfir quitte à en mourir. Nous sommes le culte de notre souveraine cachée. Le choix est maintenant tien. Elle approche. Elle a dans sa main le couteau de ta sœur. Elle le plaque sur ta gorge. Soit tu meurs comme un animal soumis aux oppresseurs. Et elle le redescend au niveau des liens qui t'attachent à la chaise. Soit tu deviens ministre du culte. Je peux t'initier en tant que magistère. Mais je te préviens, la mort rôdera à chaque étape de ton parcours. Je la vois de plus près ou pas? Oui. Tu peux voir le visage d'une drow. Un visage dur. Un visage de quelqu'un qui, déjà, est beaucoup plus âgé que toi. Mais quelqu'un qui a vécu. Quelqu'un qui a des cicatrices. Quelqu'un qui a un visage un petit peu émacié. Je la regarde dans les yeux autant que possible. Oui, tu arrives à trouver son regard. Tu vois qu'elle te regarde, tu sens une véritable flamme dans son regard. Et je lui dis j'ai pas de problème avec la mort, mais je veux pas mourir pour rien. Ce qui est arrivé à ma famille. Et je baisse les yeux à ce moment-là. Elle prend ton menton et elle redresse ton regard vers le sien. Et elle fait « Tu ne baisseras plus les yeux ». Je soutiens son regard. Et elle dit « Ce qui est arrivé à ta famille n'est pas ta responsabilité. Nous pourrons t'aider à accomplir ta vengeance. Mais pour cela, tu dois passer les rituels. » Je suis prête à me battre. Je veux me battre. Elle coupe tes liens. Elle t'aide à te relever. Et immédiatement, on t'amène dans ce que tu reconnais comme étant les entrailles de la cathédrale de Notre-Dame de Gloire. Le temps d'un instant, tu entreaperçois des reliques, des fresques, des choses que les Aelfir interdisent et pour lesquelles des centaines, des milliers de Drows sont morts, peut-être même que ton père est mort pour cette raison. Tu comprends que c'est là le temple de notre souveraine cachée. Mais tu continues ton périple plus profondément encore. En avançant dans ce lieu un peu étrange, j'ai une pensée pour ce que ma mère avait dit sur ma tante. Ouais. Sur l'ombre. Et je vérifie aussi si j'ai toujours sur moi le médaillon de mon père. Alors que tu, justement, peut-être vérifies, tu sais, sur toi en te palpant, on t'explique rapidement que tes affaires ont été mises de côté pour ne pas que tu les perdes dans l'épreuve qui t'attend. Au bout d'un moment, tu arrives près d'une sorte de petite alcôve. On te bande les yeux, tu sens qu'on te tient la tête pour ne pas que tu te cognes. On t'avance et on t'annonce. 3 jours. Aucune assistance.
aucun ravitaillement. Seul, tu seras dans les catacombes labyrinthiques où les corps des anciens drôles restent. Tu sens une poussée dans ton dos et puis une chute en avant. Tu ne sais pas combien de mètres tu tombes, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu sens l'impact sur ta poitrine du sol. Il est mou. Autour de toi, l'odeur de la mort est telle que tu ne peux pas penser à autre chose. Tu retires ton bandeau et autour de toi, l'obscurité totale. Quelle idée t'a permis de tenir bon pendant que tu étais au milieu des défunts? Comme tu l'as dit, l'odeur est horrible, mais c'est comme tout, on s'y habitue. Comme je m'étais habituée finalement à vivre dans l'oppression. Tout à fait. Dans une ville fourmillante, dans une ville qui est censée être ma ville, mais qui est pas accueillante, où il y a des dangers partout, du bruit partout, et finalement, ce qui m'aide à tenir, c'est ce calme. L'idée que dans la mort, il y a une forme de paix. Peut-être que ma famille est en paix. L'endroit où je suis est désagréable. C'est un euphémisme. C'est morbide, c'est dérangeant de sentir, de voir, de toucher. Comment on finira tous, comment notre chair terminera. Mais c'est tellement silencieux que finalement ces 3 jours sont à la fois longs et à la fin je saurais pas dire qu'il s'est passé 3 jours. J'ai l'impression que c'était pas si long, que j'ai pensé à tellement de choses dans ce silence que je connais bien mal finalement. On t'extrait de cet endroit et on t'annonce que tu as réussi le premier rituel, celui de la ténacité. Tu prends conscience, en entendant ténacité, que tu vas certainement subir 6 rituels, suivant les principes des drôles. On te nourrit, tu récupères tes forces, et on t'amène ensuite dans ton ancien quartier. Là, on te donne une poudre brune au reflet cristallin. Tu connais cette poudre par sa réputation. La dague. Une drogue, un stimulant. Tu dois l'ingérer en la sniffant. Simplement. Tu le fais. Rapidement, tu perds les limites que tes années de servitude t'ont données. Et tu te rends compte que tu es forte. Tu es rapide. Tu es maligne. Tu exploses de rage et laisses s'exprimer ta colère. Une nuit entière où le guet et ses gardes subissent ton courroux, mais aussi des innocents. Ou en tout cas des gens ne méritant pas forcément une telle punition. Qui as-tu blessé quand tu as montré l'étendue de ta colère? Je pense que mes pas m'ont ramené vers là où j'habitais, avec mes parents, et que malheureusement pour lui, j'ai croisé Talruc. Avec la drogue que j'ai consommée, la peine intense que je ressens toujours et la rage qui m'habite, la vue de cette personne qui a toujours été extrêmement désagréable déjà. Oui, mais même sa présence est désagréable. L'odeur d'alcool bon marché sur lui et son visage. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte et de rage, je l'attaque. Le blesses-tu ou l'achèves-tu? Je lui coupe une main. Très bien. Et s'il se vide de son sang à la suite de ça, je ne sais pas parce que je suis déjà partie. Tu mets plusieurs jours à récupérer de ce rituel de la colère. Mais à peine es-tu remise qu'on te donne un nom et un emplacement. Maëra Dolmer, aux usines. Tu dois l'observer
et prendre sa place. Oui, il a tué, hein, évidemment, et tu comprends vite pourquoi. Parce qu'elle me ressemble. Tout à fait. C'est là le rituel de grâce. La tâche n'est pas simple, et tu finis par prendre sa vie après l'avoir apprise par cœur. Quelle était sa vie que tu as volée? Mayra Dolmer avait à peu près mon âge, avait ma carrure, et oui, c'est vrai qu'elle me ressemblait. Elle était consciencieuse dans son travail à l'usine, malgré la douleur. Puisque Mayra souffrait chaque jour, c'est pour ça qu'elle prenait du Malac. Cette drogue qu'on avait essayé de me vendre à sa place il n'y a pas si longtemps. Elle était constamment en souffrance. Elle avait été brûlée par de l'acide étant enfant et s'en était jamais remise. C'était quelqu'un de discret. Elle avait seulement de la famille éloignée. Et ça me rend presque triste de voir que si elle venait à disparaître, puisque finalement je prends sa place, elle ne disparaît pas, mais je pense qu'elle ne manquerait à personne. Ta tâche n'était pas simple. Et malheureusement, ton repos, après cette vie volée, n'est que de très courte durée. On t'amène dans les profondeurs rugissantes des usines. Tu n'étais pas très loin. Là, tu fais face à un magistère que tu n'as jamais vu. Un drôle aux yeux rouges perçants. Il t'explique que tu devras le traquer et le retrouver avant le prochain lever du soleil. C'est là le rituel de vigilance. Tu souhaites parler, poser une question, mais on t'attrape les bras et on te force à boire un breuvage amer. Tu perds conscience. Tu te réveilles et tu as bien conscience de ta tâche. Tu commences ta traque. Mais honnêtement, cette épreuve est plus que ardue. Elle est impossible. Mais tu as une chance. Car le magistère, volontairement ou non, fait une erreur. Quelle est cette erreur qui t'a permis de retrouver sa trace? L'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a négligé les 4 années de service que je viens d'effectuer et que se croyant en sécurité, se croyant invisible dans la foule, il a oublié que je peux me rendre avec mon masque plus invisible que lui et je l'ai repéré. Lui ne m'a pas vu. Très bien. Il te félicite. Tu sais que tu as passé des épreuves délicates et que presque aucun initié n'arrive jusque-là. Et c'est alors qu'on t'annonce quel sera le prochain rituel, celui de charité. Tu vas devoir te rapprocher d'un groupe de drôles que tu détestes, pour une raison ou pour une autre. Et tu vas devoir les aider de manière totalement désintéressée pendant 1 mois lunaire. Qui as-tu décidé d'aider ? Depuis toujours, il y a une autre famille de drôles qui sont dans la périphérie de la mienne. Ils sont myciculteurs aussi. Ils habitent aussi au jardin suspendu. Les Mormelins. Leur famille n'est pas ennemie avec la mienne, même si on se place vraiment exactement dans le même créneau marchand, donc c'est compliqué. Par contre, leur fille a rendu toute mon enfance désagréable. Me casser mes lunettes au verre fumé, me voler mes stènes durement gagnées, mais monter contre moi mes camarades, les autres enfants du quartier. Elle m'a jamais attaqué violemment, elle m'a jamais dénoncé à la garde pour quoi que ce soit, mais j'en garde une rancœur assez intense. Je prépare tout ce qu'avait ma famille, nos objets déjà, nos couteaux de récolte, mais même aussi... celui de ta sœur ? Non, je garde celui de ma sœur. Je donne le mien par contre. Très bien. J'échange les couteaux.
garde celui de ma soeur comme couteau principal en souvenir. Comme le médaillon de mon père, je peux pas m'en séparer. Pas pour l'instant. Et je vais en personne voir cette famille. Je vais frapper à leur porte. Et je vais leur dire que ils sont sans doute au courant de ce qui s'est passé. Que moi, je ne compte pas reprendre le business familial. Je ne veux pas, je ne peux pas. Je leur tends les papiers que j'ai fait mettre à leur nom. C'est un bon emplacement au marché, honnêtement. Je leur donne l'emplacement de ma famille, ce qui me restait de ce que m'avaient fourni les thanatologues. Tout, je leur donne tout. Je pense qu'ils sont peut-être surpris. Oui, mais ils acceptent, hein, évidemment. On ne crache pas sur une telle générosité, surtout dans un monde comme celui de Spire. Ouais, je leur donne tout et je leur dis que c'est possible qu'ils me revoient jamais, que moi je pars, mais que je leur souhaite le meilleur et je le dis sincèrement. Et que fais-tu pour le reste du mois? J'essaye de faire en sorte qu'ils rencontrent un grand succès. En tant que myciculteur, moi je dis du bien de leur commerce, je fais passer le mot, je veux qu'ils soient installés, je veux aider leur famille à grandir et à prospérer comme la mienne ne le fera jamais. Très bien. Même leur fille. Très bien, tu aides donc les Mormelins. Maintenant que tu as franchi la majorité des étapes avec succès, des secrets te sont révélés. Et on t'apprend un petit peu plus sur l'aspect surnaturel de la ville et de la race Drow. On te confie à un agent du culte spécialisé. Celui-ci est un sans-visage, un maître du faux-semblant, qui aide discrètement la rébellion sans jamais se faire remarquer. Il t'enseigne le moyen de te cacher non pas en disparaissant, mais en étant au milieu de la foule et des regards. Ces masques sont remplis de magie et de mystère. Qui était ce maître et que t'a-t-il appris? Mon maître, ce sans-visage, s'appelle Arban. Et la chose principale qu'il m'a appris, c'est que si on parle du cœur de Spire, c'est beaucoup moins métaphorique que ce que pensent la plupart des Drow, puisque la ville elle-même est vivante. Elle a un cœur qui bat et est une forme de vie et quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que je pensais auparavant. Le culte s'assure, par ce rituel de la sagesse, que les initiés, et que toi, ouvrent ton esprit aux réalités de Spire, mais peu d'élus ressortent de cette épreuve en un seul morceau, leur esprit parfaitement intact. Heureusement pour toi, tu fais partie des élus. Les mois passent, ta rage contre les oppresseurs devient une lame de rasoir. Aiguisée, elle peut aussi bien trancher la gorge de l'ennemi que se retourner contre toi. Tu apprends à canaliser tant bien que mal cette envie de tout détruire, de retourner la table. Les missions qu'on te donne sont de petite ampleur, et tu ne cesses de demander si tu pourras enfin achever la vie de la elfière qui a tué ta famille. C'est alors qu'on annonce que tu as fait tes preuves. Ta magister approche. Elle t'explique. Tu vas devoir aller dans le district d'Ivoire, dans la partie nord, plus précisément. Là-bas, il y a une fête qui a lieu, secrète, et à l'ancienne, durant plusieurs jours. Elle se tient dans l'un des multiples manoirs de Dame Terrine Soie d'Épine, l'une des 3 seigneurs du district, une elfière ayant subi l'opération d'immortalité. Il faudra donc que tu récupères un billet d'entrée auprès d'un contact dans l'un des théâtres en ruine. Il est reconnaissable à sa couleur rouge, qui tient malgré les décennies d'abandon. Il faudra aussi trouver, et là elle te regarde de haut en bas, une tenue pour ça. Il est conseillé de rencontrer l'un des artistes fous du collectif solaire. Il y a de multiples tailleurs. Et il faut qu'il soit à la mode. Enfin, il y a un peuple secret qui vit dans les murs et les ruines
Allié parfait pour une mission d'infiltration, mais il se montre pas facilement et pas librement. Il faudra donc rencontrer un membre du culte, un allié qui se cache parmi le collectif solaire, un danseur du nom de Portello Mapo. Une fois tout ça effectué, il faudra pénétrer dans le manoir de Dame Terrine Soie d'Épine, s'intégrer à la fête et la parcourir à la recherche d'un certain Guernic parlant plomb. Attention, personne ne sait ce qu'il se passe dans ces fêtes, et de nombreux Aelfir dangereux y ont été vus, comme Yuro, tranchant vif, ou Gitlar, vent de feu. Tu as entendu la réputation de ces deux Aelfir qui sont pires, si on peut l'être, que Guernic parlant plomb, car ils ne sont pas de simples soldats, de simples gardes, mais bien des politiques et des gens de culte. Il faudra donc faire très attention. Il est hors de question, et là elle te prend un petit peu par le menton. Il est hors de question de tuer simplement Guernic. Il faut attendre le bon moment où il est faible et faire en sorte de prendre le maximum d'informations et de possessions qu'il peut avoir sur lui, et surtout ne pas se faire prendre. Si possible, faire accuser un autre Aelfir. Des questions ? Je fais non de la tête et je la salue. Très bien. Tu es entraîné maintenant. Le voyage qu'il y a jusqu'au district d'Ivoire est une banalité pour toi, mais est-ce que tu prépares quelque chose en particulier pour ce voyage ou cette mission ? Je prends le moins de choses possible, parce que c'est plus facile de se déplacer quand on n'a pas grand-chose. Je prends le couteau de ma sœur, parce que c'est devenu une sorte de talisman presque pour moi. Et je prends de l'argent. Ça peut toujours servir. Je prends mon masque de serviteur que j'ai acquis au service de Draenor Main sur Pacte. Et je prends mon masque personnel. Très bien. Tu avances de nuit. Et pour gagner du temps, tu passes par le perchoir, un endroit assez risqué que tu ne connais pas. Mais ton entraînement a été assez rude. Ça ne te fait pas peur. En arrivant sur le perchoir, tu vois un paysage rare, car le perchoir est en extérieur de la tour. Tu vois, au loin, à des kilomètres de là, des villages, des champs, des forêts. Et par-delà, à l'horizon, des étoiles, par milliers. Dans le ciel, qui s'éclaircit peu à peu, une silhouette massive approche. Une baleine volante. Tu n'en as jamais vu, en tout cas pas de si près. Elle s'approche de plus en plus, c'est un spectacle incroyable pour toi. L'espace d'un instant, tu oublies presque ta mission. C'est alors que les habitants autour de toi s'arrêtent dans leurs activités et se jettent sur des bâtons pointus, des lances de fortune. Ils repoussent la bête, tant bien que mal, et effectivement, la baleine arrache d'un coup de queue le sommet d'un immeuble qui s'écroule bruyamment à quelques centaines de mètres de toi. Ils luttent, tout simplement pour ne pas qu'elle rase une partie du quartier sans même le vouloir. D'un coup, une sonnette stridente se met à sonner depuis la baleine. Tu vois des éclairs de feu puis le bruit d'une mitrailleuse. Le pilote de cette baleine tente de repousser les habitants qui, de leur pic, manquent de percer les poches de gaz de l'animal. Cette scène absurde et violente dure quelques instants, puis la baleine s'en va, geignant profondément. Les droses reprennent leurs activités comme si de rien n'était. Ils ramassent les blessés, repoussent les cadavres et nettoient les décombres. Ils allument alors des brasiers et la fumée commence à monter en même temps que le soleil commence à poindre à l'horizon. Ces brasiers sont là pour vous protéger du soleil qui meurtrit votre peau et vos yeux. Tu continues ton ascension. Tu passes par des tunnels aux échos étranges et, en soulevant une trappe au bout d'une échelle, te voilà au district d'Ivoire. Ici s'achève ce 2e épisode. À la semaine prochaine pour le 3e.